Le raclement métallique strident fut le premier son que j'entendis alors que je m'extrayais d'un crépuscule de 15 jours. Pendant un instant, j'ai cru que les portes du paradis s'ouvraient, mais quand mes yeux se sont entreaperçus, je n'ai vu que le plafond blanc stérile d'une chambre d'hôpital. Une infirmière m'a dit que mon réveil était un miracle médical. Je ne réalisais pas alors que le vrai miracle était l'enfer que mon mari aimant, Michael, avait réussi à construire pour moi en seulement 15 courts jours. Il a vendu mon appartement, celui que mes parents m'avaient acheté. Il a pris l'argent, et il a emmené la femme qu'il cachait depuis 10 ans en son amour d'université et s'est envolé vers un avenir qui ne m'incluait pas. Au moment même où son avion décollait probablement, il aurait reçu un message texte, en vertu d'une ordonnance judiciaire d'urgence, les 3 comptes bancaires à votre nom ont été gelés par votre épouse, Ava Chen. Ma conscience ressemblait à un plongeur en eau profonde submergé dans l'obscurité, violemment tiré vers la surface par une ligne invisible. Je me suis libéré, mes yeux s'ouvrant brusquement. La première chose que j'ai vue fut le goutte-à-goutte rythmique d'une poche de sérum physiologique sur un support de perfusion, chaque goutte étant un minuscule métronome transparent marquant mon retour au monde. Elle est réveillée. La patiente du lit 3 est réveillée, une voix féminine nette a coupé le bourdonnement tranquille de la pièce, suivi d'un empressement de pas. Médecins et infirmiers ont envahi mon chevet. Un barrage de questions et des flashs de lampes stylo me semblaient lointains et irréels, comme si je regardais tout cela à travers un verre dépoli. Tout ce dont je me souvenais, c'était de rentrer du bureau en voiture, un enfant, pas plus de 10 ans, s'élançant dans la rue au feu rouge. J'ai fait une embardée brutale. Le monde est devenu une symphonie de crissements de pneus et de verres brisés avant de se dissoudre dans le silence. Mademoiselle Chen, comment vous sentez-vous? Mon médecin traitant, un homme aux yeux bienveillants et aux lunettes cerclées de métal, me regardait avec un soulagement profond. J'ai essayé de parler, ma gorge aussi sèche et rugueuse que du papier de verre. Michael, j'ai croassé. Mon mari, est-il là? Un frémissement d'inquiétude m'a traversé en posant la question. Cela ne ressemblait pas à Michael. Pendant les 5 années où nous avions été mariés, il avait été l'image même du dévouement, l'homme que mes amis appelaient tous une licorne. Si je ne faisais qu'éternuer, il était là avec de la soupe et une couverture. Un accident de voiture comme celui-ci? Il aurait dû être soudé à mon chevet. Les médecins et les infirmiers ont échangé un regard, un changement subtil et inconfortable dans leur calme professionnel. Une jeune infirmière a fini par prendre la parole, la voix hésitante. Monsieur Sterling. Il a déjà traité vos documents de sortie il y a quelques jours. Il a dit qu'il vous ramenait à la maison pour récupérer. Sortie? Mon cœur a sombré comme une pierre. Mais je viens de me réveiller. Nous savons. Nous avons tous trouvé cela très étrange, murmura l'infirmière en s'approchant. Il a insisté sur le fait que vous n'aviez qu'une légère commotion cérébrale et que vous pouviez rentrer chez vous. Nous n'avons pas pu le dissuader. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était votre mari légal et qu'il avait le droit de prendre des décisions médicales. Il s'est même plaint du coup disant que l'hôpital essayait de lui soutirer de l'argent. Se plaindre du coup? C'était absurde. Michael dirigeait un cabinet d'architecture boutique, petit mais respecté. Ma famille, en revanche, était très aisée. L'appartement de Knob que mes parents m'avaient acheté, payé intégralement avant notre mariage, valait maintenant une fortune. Nous ne nous soucions jamais, au grand jamais, de l'argent. Non, ce n'est pas possible, dis-je en secouant la tête. Il a dû avoir une urgence, quelque chose avec son entreprise. Le médecin traitant s'est raclé la gorge doucement, coupant court à mon déni. Mademoiselle Chen, pour l'instant, vous devez vous concentrer sur votre rétablissement. Concernant votre mari, nous vous suggérons fortement d'essayer de le contacter. La pitié et l'évasion dans leurs yeux étaient comme 1000 petites aiguilles perçant mon cœur. Un sentiment d'effroi, froid et étouffant, commença à s'enrouler autour de moi comme une liane. Ignorant les conseils du médecin, j'ai arraché l'aiguille de perfusion du dos de ma main. Ignorant les protestations de l'infirmière, j'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait et j'ai trébuché hors de la chambre. Je devais rentrer chez moi. J'avais besoin d'une explication. Le couloir de l'hôpital empestait l'antiseptique, ce qui me donnait la nausée. Je me suis appuyé contre le mur au poste de soins et j'ai utilisé leur téléphone pour composer un numéro gravé dans mon âme. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. La voix automatisée et froide fut un coup de marteau sur ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, m'accrochant au dernier lambeau de mon sang-froid.
J'ai hélé un taxi à l'extérieur, ma voix tremblant alors que je donnais au chauffeur une adresse qui signifiait autrefois chaleur et appartenance. Le trajet de 40 minutes sembla durer une éternité. Alors que le taxi tournait dans notre rue familière bordée d'arbres, j'ai pu voir notre immeuble au loin, notre maison au 15e étage. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, mais elles semblaient creuses, sans vie. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Chaque seconde d'attente pour l'ascenseur était une torture. Quand les portes ont finalement sonné pour s'ouvrir, je suis pratiquement tombé dehors, courant dans le couloir. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée d'une main tremblante, et la vue qui m'a accueilli, le vide total et caverneux, a vidé le sang de mon corps. La console faite sur mesure dans l'entrée, où se trouvait autrefois notre portrait de mariage, avait disparu. Quelques vis isolées jonchaient le parquet. Dans le salon, ma chaise longue Ims préférée, le tapis turc tissé à la main, tout le système audio sono que nous avions choisi ensemble envolé. Les murs portaient de faibles rectangles décolorés là où nos œuvres d'art étaient autrefois accrochées, de vilaines cicatrices laissées après que l'âme de notre foyer eût été arrachée. Cela ne ressemblait pas à une maison. Cela ressemblait à une scène de crime. J'ai parcouru les pièces saccagées, la chambre principale, le bureau, le dressing. Tout ce qui pouvait être déplacé était parti. Seuls quelques objets sans valeur restaient éparpillés sur le sol, se moquant de ma naïveté. Je m'arrêtai au centre du placard vide. C'est là que nos vêtements auraient dû être. Maintenant, un seul cintre en fil de fer solitaire restait. Dessus pendait un trench coat de femme que je n'avais jamais vu auparavant. Coincé dans le col se trouvait un seul long cheveu noir et raide. Pas le mien. Mes cheveux étaient sombres mais coiffés en ondulations souples. Mes yeux ont dérivé vers le bas, atterrissant sur une boule de papier froissée dans un coin. Une froide prémonition m'a envahi alors que je m'approchais et la ramassais, mes doigts engourdis. Je l'ai lissé. C'était une copie d'un itinéraire de vol. 2 billets, un pour Michael Sterling, l'autre pour un nom qui me frappa comme une dague empoisonnée, Sophia Lynn. Sophia Lynn. Celle qui s'était échappée. L'amour d'université de Michael. Le seul grand regret qu'il ait jamais mentionné, m'assurant que tout cela appartenait au passé, que j'étais la seule qu'il aimait maintenant. Je l'avais cru. La destination était Vancouver. L'heure de départ était 9 heures aujourd'hui. Sous l'itinéraire se trouvait une autre feuille de papier, pas une copie, mais un original. L'entête était imprimée en lettres nettes et grasses, acte de cession. Le vendeur, le cédant, était répertorié comme Michael Sterling en tant que mon mandataire. Sa signature, confiante et acérée, était exactement la même que sur les lettres d'amour qu'il m'avait écrites il y a des années. L'acheteur, le cessionnaire, était une société dont je n'avais jamais entendu parler. Le prix de vente de mon appartement, valant près de 4 millions de dollars sur le marché libre, était affiché à un montant choquant de 1,5 million de dollars. Il l'avait vendu lors d'une vente forcée. La date de signature était 3 jours après mon admission à l'hôpital. Il ne veillait pas sur moi. Il orchestrait ma ruine. Il planifiait la grande évasion. Tout mon corps tremblait. Je me suis finalement effondré sur le sol froid et dur. Toutes ces années de tendresse, de promesses murmurées et de mots doux, tout cela n'était qu'un mensonge. Il attendait simplement. Attendait l'occasion parfaite pour m'encaisser et courir vers la femme qu'il voulait vraiment. Mon accident, mon coma, ce n'était pas une tragédie pour lui. C'était un ticket d'or. Une vague de désespoir écrasant et l'agonie brute de la trahison m'ont envahi. Je me suis recroquevillé en boule au milieu de la pièce vide et j'ai ri. J'ai ri jusqu'à ce que des larmes amères coulent sur mon visage. Ava, tu es la plus grande idiote du monde. Après un long moment, le rire s'est apaisé. J'ai essuyé mon visage et, du plus profond de ce froid qui brise l'âme, j'ai sorti mon téléphone. L'écran était brisé par l'accident, une toile d'araignée de verre cassée. Miraculeusement, il s'est allumé. D'un main tremblante, j'ai ouvert un dossier chiffré, dormant depuis longtemps. À l'intérieur se trouvaient quelques contacts, le dernier recours que j'avais préparé pour moi-même avant d'épouser Michael, un parachute dont je n'avais jamais pensé avoir besoin. Avant de tout abandonner pour lui, pour une vie de simplicité domestique, j'étais associé junior dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats du pays. Ma spécialité, la confiscation internationale d'avoirs et les litiges technologiques. J'avais tout quitté parce que je pensais avoir trouvé le bonheur. Je n'avais fait qu'échanger une affaire complexe contre une autre, et cette fois,
j'étais la cliente. J'ai composé l'un des numéros. Une voix masculine calme et assurée a répondu presque immédiatement. Ava, c'est toi. C'était Léo, mon ancien associé, maintenant avocat senior au cabinet. C'est moi, Léo. Ma voix était d'un calme déconcertant. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Un homme nommé Michael Sterling. Il était sur un vol de 9 heures pour Vancouver ce matin. J'ai besoin de la carte de crédit qu'il a utilisée pour réserver le billet. Et j'ai besoin de l'historique des transactions en temps réel pour chaque compte bancaire et carte de crédit à son nom. C'est fait. Mais Ava, est-ce que tu... Je vais bien, les yeux coupés, mon regard dérivant vers le ciel gris morne à l'extérieur. Encore une chose, prépare une plainte. Je dépose une requête ex parte pour un gel d'urgence des avoirs contre mon mari, Michael Sterling. Tout, y compris les comptes d'exploitation de son cabinet. Michael Sterling, tu pensais avoir gagné? Le jeu ne fait que commencer. L'efficacité de Léo était époustouflante. Moins de 30 minutes plus tard, un email chiffré est arrivé dans ma boîte de réception. Il contenait une chronologie nette et claire des 15 derniers jours de Michael, une carte froide et dure de son crime. Le jour où j'ai été admise en soins intensifs, il n'a pas passé une seule minute à mon chevet. Il est allé directement à la banque, essayant d'utiliser la carte de crédit supplémentaire que je lui avais donnée pour transférer le solde important de notre compte d'épargne joint. Le système de détection des fraudes de la banque l'a heureusement arrêté, un transfert aussi important nécessitait mon approbation biométrique ou une vérification en personne. Il a échoué, alors il est passé au plan B. Le lendemain, il a contacté un agent immobilier qu'il avait manifestement déjà aligné. Il a utilisé une procuration falsifiée, complétée par ma signature contrefaite, pour mettre mon appartement en vente. Pour assurer une vente rapide au comptant, il l'a proposé à une valeur ridiculement basse, moins de la moitié de sa valeur marchande. En une semaine, il avait un acheteur et avait conclu l'affaire. 1,5 million de dollars transférés directement sur son compte personnel. Une fois l'argent sécurisé, il a immédiatement réservé un billet de première classe pour Vancouver pour Sophia Lynn. Pour lui-même, pour éviter les soupçons, il a réservé un siège en classe économique sur le même vol. L'email comprenait également une liste détaillée de ses dépenses récentes, un sac Birkin d'Hermès à 2000 $, un collier Van Cleef & Arpels à 1500 $. Et une tournée effrénée des boutiques de luxe totalisant plus de 100 000 $, le tout débité dans les 3 jours suivant la réception de l'argent de la vente. Je pouvais l'imaginer parfaitement, lui et Sophia riant en glissant sa carte, dépensant l'argent des économies de toute une vie de mes parents pour se construire une nouvelle vie étincelante alors que j'étais allongé sur un lit d'hôpital, luttant pour ma vie. À la fin de l'email, Léo a ajouté une note, « Ava, l'acheteur est étrange. C'est une société écran offshore. La piste de l'argent est presque trop propre, comme si elle était passée par une blanchisserie professionnelle. Cela semble plus gros que juste ton mari. Es-tu sûr de vouloir aller à la confrontation là-dessus ?» J'ai fixé les mots, un sourire froid se formant sur mes lèvres. Plus gros? Peu de choses dans ce monde sont plus grosses ou plus compliquées que la trahison du cœur humain. J'ai répondu, procédez comme prévu. Aussi, faites des recherches sur le cabinet de Michael, Sterling Design. Sont-ils en lice pour le projet de développement de Cypress Cove? Cypress Cove était le plus grand développement immobilier de l'État depuis des années. Le cabinet qui décrocherait le contrat de conception générale serait assuré pour la vie. Michael s'était tué à la tâche sur sa proposition pendant des mois. Il m'avait dit avec enthousiasme que sa conception avait atteint le dernier tour de sélection. Il avait une réelle chance. C'était son rêve. Maintenant, j'allais l'écraser de mes propres mains. La réponse de Léo est revenue instantanément, oui, ils sont l'un des 3 finalistes. La décision finale est annoncée lundi prochain. Excellent. J'ai éteint mon téléphone et je me suis levé, arpentant la coquille vide de ma maison. La faible odeur de l'eau de Cologne de Michael bois de cèdre et bergamote flottait toujours dans l'air, désormais mêlée à la douceur écœurante du parfum d'une autre femme. C'était nauséabond. J'avais besoin d'un arsenal, d'un endroit pour me réarmer. J'ai pensé à une personne. Une demi-heure plus tard, je me tenais devant un café discret dans Evalet appelé The Glitch. Un petit panneau numérique sur la porte indiquait « Système hors ligne ». Redémarrage demain. J'ai poussé la porte et je suis entré. À l'intérieur,
Une femme vêtue d'une combinaison noire élégamment minimaliste polissait méticuleusement une cafetière Chemex derrière le comptoir. Sans lever les yeux, elle dit d'une voix fraîche, « Le panneau dit que c'est fermé. » « Zoé, dis-je, la voix brisée. C'est moi. » Ses mains s'immobilisèrent. Elle leva lentement les yeux. Quand elle vit mon visage pâle et l'affreux bleu sur mon poignet causé par la perfusion, ses sourcils acérés se froncèrent. « Mon Dieu, Ava, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Zoé lâcha son chiffon et se précipita de derrière le comptoir pour me soutenir. « On dirait que tu viens de t'échapper d'un hôpital. » C'est le cas. Zoé était ma colocataire d'université, ma meilleure et seule amie, un génie certifié qui avait brillamment réussi ses études de droit pour finalement bifurquer et devenir l'un des hackers éthiques les plus recherchés du pays. Ce café n'était qu'une façade. « J'ai besoin d'emprunter ton armurerie, dis-je, allant droit au but. » L'armurerie de Zoé était une pièce climatisée et insonorisée au 2e étage. Elle ne contenait ni grain de café ni broyeur, seulement des rangées de serveurs bourdonnant d'une lumière bleue fraîche et un mur de moniteurs affichant des cascades de lignes de code. Elle ne posa pas plus de questions, elle me lança simplement un regard long et soutenu et me conduisit à l'étage. Même règle que d'habitude, dit-elle en tapant un code complexe. Je fournis le matériel. Je ne participe pas à tes opérations. Je sais. C'était notre accord. La porte siffla en s'ouvrant, révélant le sanctuaire high-tech familier. Je m'assis au terminal principal, branchai mon téléphone brisé et commençai à exporter les données. Zoé plaça une tasse de thé chaud à côté de moi et se tint derrière ma chaise, regardant le code défiler sur les écrans. Finalement, elle ne put plus se retenir. Michael a fait ça. Ce n'était pas une question. Je ne me suis pas retourné, émettant juste un léger MHM. Je te l'avais dit, dit-elle, une nouvelle colère durcissant sa voix. Le sourire de ce type n'atteignait jamais ses yeux. Il n'était pas fait pour le long cours. Et toi, tu as renoncé à ton statut d'associé au cabinet pour lui. Ava, tu as été une idiote. Oui, je l'ai été, dis-je avec un sourire d'autodérision. Mais je ne le suis plus. Tout en parlant, j'ai affiché l'architecture réseau de Sterling Design. Il y a des années, j'avais moi-même construit tout le système de cybersécurité de son entreprise. Je lui avais donné une forteresse imprenable, ce qui signifiait, bien sûr, que je m'étais aussi construit une porte dérobée secrète. J'avais besoin d'une chose, la seule chose qui le détruirait totalement et complètement, l'intégralité de sa proposition pour le projet Cypress Cove, tous ses dessins, rendus et concepts créatifs de base. Mes doigts volaient sur le clavier. Les commandes et les protocoles, dormant depuis longtemps, me revenaient comme des soldats fidèles répondant à l'appel aux armes. Zoé ne dit plus rien, restant là une présence silencieuse et solidaire. Elle savait que la vieille Ava était de retour. Il me fallut moins de 10 minutes pour contourner ses pare-feux et accéder au serveur central. J'ai trouvé le dossier chiffré intitulé Cypress Cove Final. Le mot de passe, par dérision, était Sophialine 1998. J'ai pris une profonde inspiration, compressé tout le dossier et l'ai téléchargé sur un serveur cloud chiffré anonyme. Ensuite, en utilisant les privilèges administratifs les plus élevés, j'ai formaté chaque fichier de sauvegarde sur tout son réseau. Enfin, j'ai implanté un petit morceau de logiciel malveillant élégant, une bombe logique. Elle était programmée pour exploser à 10 h lundi prochain, le moment exact où le gagnant du contrat Cypress Cove devait être annoncé. Elle effacerait instantanément et irrévocablement le disque dur de chaque ordinateur connecté au réseau de Sterling Design. Une fois que ce fut fait, je sentis un soupçon de force revenir dans mon corps épuisé. Je pivotai sur la chaise pour faire face à Zoé. Fais-moi une faveur. Envoie le contenu de ce dossier anonymement aux 2 autres finalistes du projet. Je ne voulais pas seulement détruire son travail. Je voulais qu'il regarde, impuissant, alors que ses plus grandes réalisations étaient volées, plagiées et célébrées par ses concurrents directs. Je voulais qu'il soit professionnellement ruiné, marqué comme un imposteur et un tricheur. Zoé regarda mes yeux injectés de sang et hocha lentement la tête. C'est fait. Mais quelle est ta prochaine étape? Il a l'argent, la maison est vendue, et il est hors du pays. Ruiner sa carrière ne semble pas suffisant. Oh, ça ne l'est pas, dis-je en ramassant mon téléphone et en vérifiant l'heure. Il serait 19 h à Vancouver. Le vol de Michael avait atterri. Il était probablement en train de s'installer avec sa précieuse Sophia, prêt à commencer leur belle nouvelle vie. J'ai souri,
J'ai préparé un message texte préécrit et j'ai appuyé sur envoyer. Le message irait sur le téléphone de Michael. Il faisait référence aux 3 comptes bancaires où il avait caché les 1,5 million de dollars de mon appartement, ainsi qu'aux derniers actifs liquides de son entreprise. Toute sa nouvelle vie se trouvait dans ces comptes. Je ne pouvais qu'imaginer l'expression de son visage lorsqu'il allumerait son téléphone et verrait ce message. Bienvenue en enfer, Michael. Considère ceci comme un cadeau de bienvenue. À l'aéroport international de Vancouver, Michael Sterling prit une longue et profonde inspiration en descendant de l'avion. Le vol de 12 heures avait été épuisant, mais son cœur était rempli d'un sentiment exaltant de liberté. Il s'était enfin échappé de la cage. 5 ans de mariage avec Ava Shen. Son éclat, son ambition, sa pure compétence, cela avait été une montagne pesant sur lui, l'étouffant. Elle était le prodige juridique, la star. Il n'était qu'un petit propriétaire d'entreprise luttant pour suivre le rythme. Tout le monde lui disait quelle chance il avait d'avoir fait un beau mariage. Lui seul savait ce que c'était que de vivre sur un prestige emprunté, surtout auprès de ses parents à elle où il était toujours le gendre à évaluer, à gérer subtilement. Maintenant, tout était fini. Il avait de l'argent à 1,5 million de dollars. C'était plus qu'assez pour que lui et Sophia repartent de zéro au Canada, peut-être même lancent une nouvelle entreprise. Et Ava? Elle était probablement encore dans le coma. Le temps qu'elle se réveille et comprenne les choses, que pourrait-elle faire? Un procès international prendrait des années et coûterait une fortune. D'ici là, il aurait blanchi l'argent si proprement qu'il en brillerait. Il se sentait presque reconnaissant pour cet accident de voiture. « Michael, à quoi penses-tu » Une voix douce le tira de ses pensées. Sophia Lynn, radieuse dans un nouveau tailleur Chanel, passa son bras sous le sien. Le collier Van Cleef et Arpels scintillait à sa gorge. « Ah rien. » Il sourit en serrant sa main. « Juste à notre nouvelle maison. Tu as toujours voulu une maison avec un jardin, n'est-ce pas? L'immobilier est beaucoup plus abordable ici. » Vraiment? Oh, Michael, c'est merveilleux, gazouilla-t-elle. Merci. Merci de faire tout ça pour moi. Ses yeux s'embuèrent. Avec l'entreprise de mon père qui fait faillite, toutes ses dettes. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Nous devrions utiliser la majeure partie de cet argent pour rembourser ses créanciers. D'accord, nous pourrons planifier le reste plus tard. Une chaleur se propagea dans la poitrine de Michael. C'était la femme qu'il aimait, gentille, désintéressée, pensant toujours aux autres. Pas comme Ava, qui était toujours si rationnelle, si clinique. Même au lit, elle analysait tout comme s'il s'agissait d'une affaire judiciaire. Ne sois pas idiote. Tes problèmes sont mes problèmes, dit-il galamment. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je m'en occupe. Ils récupérèrent leurs bagages et se dirigèrent vers la station de taxi, en direction de l'hôtel 5 étoiles qu'il avait réservé. Michael alluma son téléphone, qui était resté éteint pendant le vol, avec l'intention d'appeler un Uber Black. Au moment où il se connecta, un flot de notifications afflua. Il les ignora, supposant qu'il s'agissait simplement de mails de travail de San Francisco. Mais alors, un seul message texte de sa banque apparut tout en haut de son écran. Le sourire de Michael se figea, ses pupilles se contractèrent. C'était comme si quelqu'un lui avait renversé un seau d'eau glacée sur la tête. Gelé par votre épouse, Ava Shen. Elle était censée être dans le coma. Ses doigts tremblaient alors qu'il tâtonnait pour ouvrir son application bancaire, se trompant 2 fois de mot de passe. Quand il finit par se connecter et vit le solde du compte, une série de zéros parfaits à côté du drapeau rouge flagrant, compte gelé, son esprit devint complètement vide. 1,5 million de dollars. L'argent de l'appartement, plus les quelques 100 000 dollars restants des liquidités d'exploitation de son entreprise. Tout cela sur ses comptes. Tout cela avait disparu. Comment? Comment était-ce possible? Ava était réveillée? Quand? Comment avait-elle pu faire cela si vite depuis un autre pays? Une série de questions frénétiques explosa dans son cerveau. Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Sophia, le visage marqué par l'inquiétude. Tu as l'air mal en point. Ce n'est rien. Il força un sourire qui ressemblait plus à une grimace, empochant rapidement son téléphone. Juste un peu de décalage horaire. Il ne pouvait pas lui dire la vérité.
Il ne pouvait pas admettre que le bel avenir qu'il venait de lui promettre s'était évaporé en fumée. Il venait de devenir une plaisanterie sans le sou. Reste calme, se dit-il. Réfléchis. Même si Ava était réveillée, elle n'avait pas pu faire cela légalement. Un gel judiciaire d'avoir nécessite une ordonnance du tribunal, ce qui prend des jours. Elle avait dû faire jouer des relations, demander une faveur à la banque pour obtenir un blocage temporaire pour risque. Oui, cela devait être ça. C'était temporaire. Dès qu'il pourrait prouver que l'argent provenait d'une vente immobilière légitime, dès qu'il pourrait présenter la procuration qu'elle avait signée, le blocage serait levé. Il prit une profonde inspiration et sortit son plan de secours, une carte de débit discrète et anonyme chargée de quelques milliers de dollars. Ce serait suffisant pour tenir les prochains jours. Allons d'abord à l'hôtel, dit-il, essayant de paraître confiant alors qu'il faisait monter Sophia dans un taxi. Mais lorsqu'il tendit la carte au chauffeur à la fin du trajet, la machine à carte cracha un ticket indiquant « Refusé ». Le comportement amical du chauffeur s'évanouit. Une sueur froide perla sur le front de Michael. Il demanda au chauffeur de réessayer. Même résultat. Cette carte était bloquée, elle aussi. Il comprit enfin. La contre-attaque d'Ava était plus rapide et plus complète qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle n'avait pas seulement gelé ses comptes principaux, elle avait utilisé leur activité suspecte pour déclencher une alerte internationale anti-blanchiment, signalant chaque carte et chaque compte associé qu'il possédait. C'était une tactique de la terre brûlée, du genre utilisé par les plaideurs financiers les plus impitoyables. Il avait oublié, sa femme, Ava Chen, avait autrefois été la meilleure dans ce domaine. « Monsieur, vous allez payer ou quoi ? J'ai d'autres clients qui attendent, grogna le chauffeur. Les regards curieux des autres voyageurs étaient comme des aiguilles sur sa peau. Le sourire de Sophia avait disparu depuis longtemps, remplacé par la confusion et l'embarras. « Michael, je devrais peut-être simplement utiliser ma carte, chuchota TL. Son orgueil, déjà meurtri, était maintenant piétiné. Il ne pouvait supporter la honte d'admettre son échec devant elle. Non, trancha TL. Il vida frénétiquement son portefeuille, en sortant un mélange chaotique de dollars américains et de devises canadiennes qu'il avait échangées avant le voyage. Il réussit à peine à rassembler de quoi payer la course. L'atmosphère dans la voiture sur le chemin de l'hôtel était étouffante. Michael demanda timidement Sophia. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ? » « C'est juste un problème temporaire de trésorerie au cabinet, mentit-il, fixant la fenêtre, incapable de croiser son regard. Ce sera réglé dans un jour ou deux. Il savait qu'il devait appeler son avocat à San Francisco immédiatement. Il composa le numéro du conseiller juridique de son cabinet. La tonalité retentit longtemps avant qu'une voix paniquée ne réponde. « Michael. Oh, Dieu merci. C'est un désastre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une suspension temporaire ? Une ordonnance d'interdiction provisoire. » Michael, son cœur sombra. Ses pires craintes étaient réalisées. Ava avait utilisé l'arme juridique la plus rapide et la plus dévastatrice de son arsenal. Et Michael, ça empire, bégaya l'avocat, la voix tremblante. Il y a quelques heures, les deux autres finalistes pour Cypress Cove Aperture et Horizon ont tous deux soudainement rendu publique leur proposition finale de conception, et elle semble presque identique aux nôtres. Tout le secteur est en ébullition. Les gens disent que nous avons vendu le concept à plusieurs soumissionnaires, ou pire, que nous l'avons plagié sur quelqu'un d'autre. Quoi ? Le monde commença à tourner. Son chef-d'œuvre, le projet sur lequel il avait misé tout son avenir. Comment avait-il pu fuiter ? Puis une pensée horrifiante le frappa. Le serveur de l'entreprise. Le système soi-disant à la pointe de la technologie et inaccessible. Ava l'avait construit. Elle avait laissé une porte dérobée. Cette femme. Elle ne lui avait jamais fait confiance dès le début. Tout ce qu'elle lui avait donné était accompagné d'un couteau caché. Splat. Une douleur vive et soudaine explosa dans sa tête. Un liquide chaud au goût métallique remplit sa bouche. Il se plia en deux, une toux violente secouant son corps. Lorsqu'il baissa les yeux, une gerbe de sang rouge vif tachait le cuir blanc immaculé du siège du taxi. Le cri de Sophia fut le dernier son, le plus désespéré, qu'il entendit avant que le monde ne sombre dans le noir. Je m'attendais à ce que Michael m'appelle dès qu'il se heurterait à un mur, soit en hurlant de rage, soit en implorant pardon. Mais il ne l'a pas fait.
Ce silence ne faisait que confirmer ce que je savais déjà de son caractère, c'était un égotiste jusqu'à la moelle, un homme qui n'admettrait pas sa défaite avant d'être totalement écrasé. Il s'accrochait probablement encore au fantasme qu'il pouvait se montrer plus malin que moi. Très bien. Un jeu du chat et de la souris n'est pas amusant si la souris abandonne trop facilement. Je ne suis pas resté chez Zoé. Mon champ de bataille était ailleurs. Je suis retourné dans l'appartement vide. Il ne ressemblait plus à un foyer, mais c'était la forteresse centrale de cette guerre. C'était là que j'allais reconquérir tout ce qui m'appartenait. J'ai engagé un service de nettoyage pour purger tout l'endroit, effaçant jusqu'à la dernière trace de Michael et Sophia. Quand la dernière odeur persistante de son eau de Cologne eut disparu, j'eus l'impression d'avoir subi moi-même une purification spirituelle. Ensuite, je suis allé sur Internet et j'ai commandé le strict nécessaire, un matelas, un jeu de drap, quelques casseroles et poêles. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le matelas au milieu du vaste salon vide. Sans le confort douillet de notre ancien lit, la fermeté du sol sous moi me donnait une sensation de stabilité, et j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un appel de Léo. « Ava, tu ne vas pas le croire, dit-il, la voix vibrante d'excitation. L'acheteur de ton appartement, cette société offshore, Starlight Investment ? J'ai suivi la piste de l'argent. L'actionnaire majoritaire est David Lynn. David Lynn. Le père de Sophia Lynn. Je suis resté silencieuse un moment. C'était à la fois inattendu et parfaitement logique. Un jeu de bonneteau classique. Alors c'est ça leur plan, dis-je, un sourire froid effleurant mes lèvres. David Lynn et Michael avaient concocté ce stratagème ensemble. Lynn ferait semblant que son entreprise était au bord de la faillite, donnant à Sophia une histoire de demoiselle en détresse à raconter à Michael. Michael, jouant l'amant héroïque, vendrait mes actifs pour la sauver. En réalité, les 1,5 million de dollars ne faisaient que passer de la poche gauche de David Lynn à la poche droite de sa fille et de son futur gendre. Ils utilisaient mes biens prémaritaux pour résoudre leurs propres problèmes financiers, par la même occasion, les blanchissaient au nom de leur famille. Un plan brillant et méprisable. Si j'étais morte dans ce coma ou si je m'étais réveillée avec des lésions cérébrales, ils s'en seraient sortis pour toujours. Il y a plus, continua Léo. J'ai examiné les états financiers de David Lynn. Son entreprise est en difficulté, oui, mais loin de la faillite. Ce dont il a vraiment besoin, c'est d'un projet massif qui change la donne pour se remettre sur pied. Un projet comme, disons, Cypress Cove. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Le fait que Michael ait fait fuiter sa propre proposition n'était pas seulement de la malveillance, c'était un autre cadeau pour la famille Lynn. Il sacrifiait son propre cabinet pour donner à son futur beau-père une proposition de conception gagnante et entièrement développée pour presque rien. Il pavait la route de la guérison de David Lynn avec les décombres de ma vie. Alors, quelle est notre prochaine action, demanda Léo. C'est une fraude compliquée. Le contrat de vente lui-même est valide en apparence. Michael était votre mari, et il avait une procuration avec votre signature. Même si nous prouvons qu'il s'agit d'un faux, un procès pour récupérer le titre de propriété pourrait s'éterniser pendant des années. Des années. Je marchais vers les fenêtres du sol au plafond, regardant la ville animée en bas. Je n'ai pas des années pour jouer à leur jeu. J'ai besoin d'un point faible, un point de pression unique qui fera s'effondrer toute cette chaîne de preuves apparemment parfaite. Le point faible résidait dans l'acte de cession lui-même. J'ai demandé à Léo de m'envoyer un scan haute résolution. J'ai zoomé, examinant chaque clause, chaque signature et chaque signe de ponctuation. Michael était arrogant, mais il n'était pas avocat. Le stratagème qu'il avait concocté avec David Lynn était conçu pour paraître infaillible, mais plus une contrefaçon essaie d'être parfaite, plus elle est susceptible de présenter une faille fatale. Et puis je l'ai trouvé, dans un coin minuscule, presque imperceptible, au bas de la page de signature. Sous la signature du cessionnaire et du cédant se trouvait une ligne pour le témoin certificateur, le notaire public. La signature appartenait à un homme que je connaissais très bien, Kevin Shaw. Kevin Shaw, l'ancien copain d'université de Michael, était maintenant associé dans un petit cabinet d'avocat local moyennement prospère, un homme qui m'avait autrefois invité à sortir et que j'avais poliment éconduit. Je me souvenais avoir dit à Michael à plus d'une occasion que je trouvais le style juridique de Kevin opportuniste et superficiel.
Michael l'avait probablement choisi comme témoin en partie par amitié et en partie par un besoin pathétique de prouver que ses relations étaient aussi bonnes que les miennes. Et ce fut sa plus grande erreur. Tout avocat compétent, lors de la notarisation d'une transaction impliquant la vente d'un bien immobilier prémarital important de l'un des conjoints, a le devoir professionnel et éthique de s'assurer que les deux parties sont présentes et consentantes. En particulier dans une situation où l'un des conjoints est frappé d'incapacité. L'authenticité de cette procuration aurait dû être vérifiée au-delà de tout soupçon. Kevin Shaw avait soit été complètement dupé par Michael, soit il était un co-conspirateur actif. Je pariais sur la seconde option. J'ai composé son numéro. Ava, répondit-il, la voix empreinte de surprise. C'est une agréable surprise. À quoi dois-je l'honneur, Kevin? Tu es bien occupé, j'espère. J'ai gardé une voix parfaitement égale. J'avais une petite question juridique pour laquelle j'espérais que tu pourrais m'aider. Oh, bien sûr, tout ce que tu veux, Ava, dit-il d'un ton suffisant et séducteur. Disons qu'il y a un contrat immobilier. Le vendeur est mon mari, vendant mon bien prémarital. Pendant la transaction, moi, la propriétaire, je suis dans le coma suite à un accident de voiture et donc incapable d'exprimer ma véritable intention. Mon mari fournit une procuration, apparemment signée par moi. Selon ton opinion professionnelle, en tant que notaire témoin sur l'acte, Kevin, comment évaluerais-tu la validité juridique de ce contrat? Le silence devint total à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration, soudainement saccadée et lourde. Après une longue pause de 10 secondes, il finit par parler, la voix tendue. Ava, de quoi parles-tu? De rien de précis, dis-je, la voix légère mais glaciale. Je voulais juste te rappeler la règle 3.3 des règles de conduite professionnelle de Californie. Un avocat ne doit pas sciemment faire une fausse déclaration de fait ou de droit à un tribunal, ni omettre de corriger une fausse déclaration de fait matériel. Si cet avocat s'engage dans une conduite impliquant la malhonnêteté, la fraude, la tromperie ou la déformation des faits et biens, ce n'est pas seulement un motif de radiation. C'est un crime. J'ai juste fait confiance à l'intégrité de mon ami, bégaya-t-il. Michael m'a dit que tu allais bien, juste quelques blessures mineures, et que tu avais signé la procuration toi-même. Je ne savais pas. Tu ne savais pas? Ma voix monta légèrement. Es-tu un collaborateur de première année, Kevin? Penses-tu qu'un juge goberait ça, ou penses-tu que la réputation de ton cabinet pourra résister au scandale quand cela sera rendu public? Qu'est-ce que tu veux, Ava, finit-il par grogner, abandonnant les faux-semblants. C'est fait. La propriété a été transférée. Tu ne peux rien y changer, même si tu m'entraînes dans ta chute. Je ne veux rien, dis-je, mes mots précis et tranchants. Je te donne 24 heures. Je veux que tu soumettes, en tant que notaire témoin, une déclaration formelle au tribunal et au bureau d'enregistrement du comté. La déclaration stipulera que tu en es venu à croire que la procuration utilisée dans la transaction était frauduleuse, et que tu pétitionnes par conséquent pour que le transfert de titre soit annulé. Tu es folle? C'est admettre une faute professionnelle. Ma carrière sera finie. Je me moque de ta carrière. Ce qui m'importe, c'est que si tu ne le fais pas, mon équipe juridique déposera une plainte complète auprès du barreau de l'État et du bureau du procureur demain matin. Alors tu ne t'inquiéteras plus pour une faute professionnelle, tu t'inquiéteras d'une inculpation criminelle. J'ai marqué une pause, portant le coup de grâce. J'ai raccroché, ne lui laissant aucune marge de négociation. La seule façon de traiter avec un opportuniste comme lui était de lui faire comprendre que le coût de ma trahison était infiniment plus élevé que tout avantage qu'il pensait obtenir. Il ferait le bon choix. Et une fois que le bureau d'enregistrement recevrait une déclaration de fraude du notaire témoin, tout le château de cartes que Michael et David Lynn avaient construit s'effondrerait. De plus, les 1,5 million de dollars seraient récupérés auprès de Starlight Investment et détenus par le tribunal en attendant l'issue de la vente désormais annulée. Il n'en verrait pas un centime. Juste au moment où je terminais l'appel, mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu, « Mademoiselle Chen, c'est Sophia Lynn. Je sais que vous êtes réveillé. Michael. » Il ne réfléchissait pas clairement. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Ayez pitié de lui. Nous sommes prêts à rendre l'appartement. S'il vous plaît, levez simplement le blocage sur son compte pour qu'il puisse rentrer à la maison. S'il vous plaît. » J'ai failli rire devant ce ton mielleux et moralisateur.
Avoir pitié? Ont-ils eu de la pitié pour moi quand ils m'ont laissé pour morte? Je pouvais l'imaginer maintenant, tapant ceci les larmes aux yeux, jouant la victime. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. J'ai tapé une réponse courte, qu'il m'appelle lui-même. Puis j'ai bloqué le numéro et mis le téléphone de côté. Le pouvoir dans ce jeu était le mien. S'il voulait mendier, il le ferait selon mes conditions. J'avais sous-estimé l'instinct de survie de Kevin Shaw. Cela ne lui a pas pris 24 heures. Léo m'a appelé le lendemain matin, la voix électrique. Ava, c'est fait. Le lâche a cédé. À la première heure ce matin, il a déposé une déclaration au tribunal et au bureau d'enregistrement, balançant complètement Michael. Il prétend avoir été trompé. Le bureau d'enregistrement du comté a déjà gelé le titre de propriété et lance le processus d'annulation du transfert. Je savais qu'il le ferait, dis-je calmement. Pour un rat intéressé comme Kevin, la loyauté ne dure que tant qu'elle est rentable. Maintenant, Michael et les lignes sont totalement fichus, dit Léo d'un ton jubilatoire. Ils n'ont pas la maison, et l'argent est bloqué par le tribunal. Le plan de David Lynn de l'utiliser pour renflouer sa société est tombé à l'eau. Nous n'en avons pas encore fini, dis-je, mes doigts tapotant un rythme léger sur le comptoir de la cuisine. J'ai besoin que tu fasses une dernière chose. Fais fuiter anonymement la déclaration de Kevin à quelques organes de presse juridique et blogs de journalisme. Ava. Léo marqua une pause. Tu vas l'enterrer professionnellement. Il a choisi son camp, dis-je, la voix dénuée d'émotion. Il a eu la chance de faire ce qui est juste, et il a choisi la fraude. Je veux que toute la communauté juridique de cette ville sache qui il est. Je veux qu'il soit si toxique qu'il ne puisse plus jamais exercer le droit ici. Quand on arrache les mauvaises herbes, il faut s'attaquer aux racines. Je comprends, dit Léo après un moment, la voix redevenue ferme. Le bulldog était de retour. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de thé. La lumière du soleil filtrait dans la pièce vide, faisant danser les grains de poussière. Ma vengeance se déployait comme un filet parfaitement conçu, se resserrant à chaque mouvement. La carrière de Michael, son argent, sa réputation, tout partait en fumée. Pourtant, je ne ressentais aucune joie, seulement un vide profond et creux. J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone. 5 ans de souvenirs avec Michael, nos photos de mariage, des voyages à Paris et à Kyoto, des clichés pris sur le vif lors de dimanche matin paresseux. Sur chaque photo, son sourire était si sincère, ses yeux si pleins d'adoration. J'avais cru que c'était réel. Maintenant, il était clair qu'il n'était qu'un acteur de classe mondiale jouant le rôle d'un mari aimant. Comment quelqu'un peut-il feindre aussi longtemps, pendant 1826 jours? Ou bien m'avait-il aimé autrefois et cet amour était-il simplement trop bon marché, trop fragile pour résister à l'attrait de son ancienne flamme? Je ne savais pas, et je ne voulais plus savoir. Une par une, j'ai supprimé chaque photo. Alors que j'allais supprimer la dernière, un selfie de notre premier anniversaire, un appel vidéo apparut sur l'écran. C'était Michael. Il était enfin prêt à m'affronter lui-même. J'ai répondu. Le visage qui apparut, cependant, n'était pas le sien. C'était Sophia Lynn, le visage bouffi et marqué par les larmes. Elle se trouvait dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel luxueuse, mais elle était dans un état lamentable. Son maquillage était étalé, ses yeux rouges et gonflés. Mademoiselle Chen. Ava, commença-t-elle, la voix déjà brisée. Je vous en supplie. Laissez partir Michael. Laissez-nous partir. Je ne dis rien, me contentant de la fixer froidement. Nous ne voulons pas de l'appartement. Nous ne voulons rien de l'argent, sanglota-t-elle. Nous voulons juste rentrer à la maison. Toutes les cartes de Michael sont gelées. Nous sommes sans le sou. Nous ne pouvons même pas payer cette chambre d'hôtel. Il s'est effondré hier. Il a dû aller à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était dû au stress. Elle se lança dans une tirade sur ma cruauté et mon absence de cœur, comme si j'étais la méchante qui avait détruit leur belle histoire d'amour. As-tu fini? Demandai-je calmement quand elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Sophia se figea, stupéfaite par ma réaction placide. Bien, dis-je, ma voix basse mais portant un poids de commandement indéniable. Quand tu auras terminé, passe-moi Michael au téléphone. Tu n'es pas qualifié pour négocier avec moi.
Le visage de Sophia s'empourpra de colère et de honte. La caméra trembla, puis le visage de Michael remplit l'écran. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Ses cheveux étaient en désordre, son visage mal rasé et ses yeux étaient enfoncés dans des cernes sombres. La chemise coûteuse qu'il portait était maintenant froissée et tachée. L'homme suave et confiant que j'avais épousé avait disparu, remplacé par un animal traqué et épuisé. Il écarta Sophia et fixa la caméra, les yeux brûlants d'un mélange de rage et de désespoir. « Ava, tu es vraiment un cas, cracha-t-il. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Me voir mort? Te voir mort? Je lâchai un rire court et sec. Michael, soyons clairs. C'est toi qui as provoqué tout ça. Tu as vendu ma maison pendant que j'étais dans le coma, volé tout mon argent et tu t'es enfui avec ta maîtresse. As-tu seulement pensé à ce qui me serait arrivé si je ne m'étais pas réveillé? Ma voix devint tranchante comme l'acier. As-tu pensé à mes parents? Je suis leur enfant unique. Que leur serait-il arrivé s'ils avaient appris que tu m'avais laissé mourir? Il était sans voix, le visage pâlissant. Je ne voulais pas que tu meures, bégaya-t-il. Je voulais juste ce qui me revenait, explosa-t-il. Ces 5 années à vivre dans ton monde, à être traité comme un petit projet par tes parents. J'ai tout fait. Tu crois que j'aimais ça? Et c'était ta solution. Je le regardais avec un sentiment de pitié profonde. Michael, tu n'as jamais compris le vrai problème. Tu ne me hais pas, et tu ne hais pas ma famille. Tu es ta propre médiocrité. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Tu te trompes, rugit-il. Ne fais pas la fière, Ava. Tu penses avoir gagné. L'appartement est vendu. Le contrat est signé. Et alors si tu as gelé l'argent? L'acheteur est le père de Sophia. Tout reste dans la famille. Nous pouvons faire traîner ça au tribunal pendant des années. Voyons qui abandonnera le premier. Il ne savait manifestement pas encore pour la trahison de Kevin Shaw. Il ne savait pas que la vente était sur le point d'être annulée. En le regardant pérorer, plein d'une bravade pathétique et fausse, je me sentis soudain las de tout cela. Michael, dis-je lentement, d'une voix plate et définitive. Je vais te donner une dernière chance. Sophia et toi prenez le prochain vol pour San Francisco. Tu viendras chez moi. Tu te mettras à genoux et tu me demanderas pardon. Ensuite, tu signeras les papiers du divorce, acceptant de repartir avec rien. Si tu fais cela, j'envisagerai de limiter mes actions au tribunal civil. Tu rêves, hurla-t-il, comme si je l'avais mortellement insulté. Tu veux que je m'agenouille devant toi? Pour qui tu te prends, bordel? Très bien. J'ai hoché la tête, un sourire froid sur les lèvres. Il semble que tu ne veuilles pas de cette chance. J'ai marqué une pause, puis j'ai abattu ma dernière carte. Michael poussa un cri primal et projeta son téléphone contre le mur de la chambre d'hôtel. L'écran se brisa et la vidéo se coupa. La connexion était rompue, mais je savais que mes paroles s'étaient gravées dans son âme. Sa dernière ligne de défense avait été anéantie. Il ne lui restait plus que la terreur. Je me suis appuyé contre le mur, me sentant totalement épuisé. La confrontation, même à travers un océan, m'avait coûté énormément d'énergie. À ce moment-là, mon téléphone sonna à nouveau. Un numéro local que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Une voix d'homme basse et prudente parla. Est-ce que je parle à mademoiselle Ava Chen? C'est bien moi. Mademoiselle Chen, je m'appelle Robert Davis. Je suis le conseiller juridique de Starlight Investment. Mon client, Monsieur David Lin, aimerait organiser une rencontre avec vous pour discuter de la propriété de Noble en personne. Le vieux renard sortait enfin de son terrier. J'ai organisé la rencontre avec David Lin au Ritz. C'était mon territoire, cela me donnait l'avantage du terrain. Il est arrivé en avance et seul. Il portait un costume impeccablement taillé, ses cheveux grisonnants étaient parfaitement peignés. Malgré la fatigue dans ses yeux, il dégageait un air d'autorité et de réussite. En me voyant, il esquissa un sourire complexe et las. Mademoiselle Chen, vous êtes encore plus jeune et plus calme que je ne l'imaginais. J'ai ignoré les amabilités. Monsieur Lin, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Mes conditions ont déjà été transmises à votre associé.
Le sourire de David Lynn vacilla une seconde avant qu'il ne soupire et ne s'assoie en face de moi. Il prit la petite théière sur la table et me versa une tasse. Ava, puis-je vous appeler Ava? J'admets que nous avons mal géré cette situation. Michael est jeune et impulsif, et ma Sophia. Elle était désespérée, acculée par les problèmes financiers de la famille. Ils ont commis une erreur insensée. En tant qu'aîné, je porte une part de responsabilité. En quelques phrases fluides, il avait tenté de transformer une fraude calculée et prédatrice en une simple histoire de jeunes qui font des bêtises. J'ai pris la tasse sans boire, regardant les feuilles de thé se déployer dans l'eau chaude. Êtes-vous ici pour vous excuser en leur nom? Oui et non, dit-il, les yeux soudainement perçants. Ava, nous sommes tous les deux des gens pragmatiques. Ne perdons pas de temps. Vous êtes assez intelligente pour savoir qu'une escalade ne nous apporterait rien de bon, ni à l'un ni à l'autre. Ah bon? J'ai haussé un sourcil. Éclairez-moi. Vous avez peut-être gelé les comptes de Michael et effrayé cet idiot d'avocat pour qu'il rétracte sa déclaration, mais le titre de propriété ne vous est pas encore revenu, et les 1,5 million de dollars sont toujours bloqués par le tribunal. Un procès pour résoudre cela prendra au moins 1 an, peut-être plus. C'est une perte de temps et un coût d'opportunité significatif pour vous. Quant à mon entreprise, continua-t-il, poussant son avantage, cet argent aurait été utile, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Sans lui, les choses seront difficiles, mais nous survivrons. Vous, en revanche, mademoiselle Chen, vous n'avez actuellement rien. Il essayait de m'intimider, de me faire sentir petite et impuissante. J'ai ri. Monsieur Lin, je pense que vous vous trompez sur la personne qui n'a rien. J'ai posé ma tasse avec un clic sec. Celui qui n'a rien à perdre en ce moment, c'est vous. Son expression se tendit. Starlight Investment, dis-je d'un ton de conversation. Enregistré aux îles Caïmans, je présume. Une entité offshore classique, excellente pour l'évasion fiscale et la confidentialité. Mais elles ont une faiblesse majeure, elles ne résistent pas à un examen minutieux, surtout lorsqu'elles se retrouvent mêlées à une enquête internationale pour blanchiment d'argent. J'ai vu ses pupilles se contracter. Hier, continuai-je, en insistant davantage, j'ai demandé à l'un de mes amis, un avocat spécialisé dans l'audit comptable pour les firmes de vente à découvert, de commencer une enquête de diligence raisonnable complète sur Starlight Investment. Je suis sûr qu'il ne faudra pas longtemps avant que l'IRS et le département de la justice ne portent un intérêt très vif à une entreprise ayant des transactions aussi douteuses. Vous me menacez, siffla-t-il, se levant brusquement et se penchant sur la table. Je vous conseille, répliquai-je, soutenant son regard sans broncher. Vous êtes un homme d'affaires, monsieur Lin. Vous comprenez le rapport risque-récompense. Vous pouvez soit sacrifier le travail de toute une vie pour la pathétique petite romance de votre fille, soit limiter les dégâts et coopérer avec moi. Vous êtes un homme intelligent. Je suis sûr que vous ferez le bon choix. L'air dans la pièce était chargé de tension. Nous étions enfermés dans une bataille de volonté silencieuse. Il pariait que je bluffais, je pariais qu'il ne risquerait pas son empire pour le vérifier. Il fut le premier à céder. Il se laissa retomber sur sa chaise, l'énergie le quittant. Il me regarda avec une expression nouvelle, la peur. Quelles sont vos conditions, demanda-t-il, la voix rauque. C'est simple. J'ai exposé mes exigences. Premièrement, Michael et Sophia rentrent par le prochain vol. Je veux qu'ils se tiennent devant moi, prêts à répondre de leurs actes. Deuxièmement, Starlight Investment stipulera formellement au tribunal que le contrat d'achat était frauduleux, renoncera à toute réclamation et coopérera pleinement pour que le titre me revienne immédiatement. Troisièmement, et c'est le plus important, dis-je, les yeux fixés dans les siens, je veux tout ce que vous avez sur le projet Cypress Cove. Cela inclut la proposition de design que Michael vous a remise, et plus important encore, toutes les études de marché, les relations politiques et les partenariats stratégiques que vous avez développés pour le soutenir. Il leva les yeux, stupéfait. Vous vous attaquez à Cypress Cove. Pourquoi pas, rétorquai-je. Michael a utilisé mes actifs pour se frayer un chemin. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient, avec les intérêts. Il comprit enfin. Mon but n'avait jamais été seulement de récupérer mon appartement ou de punir Michael. Il s'agissait de prendre le prix même qu'ils avaient essayé de voler et d'en faire le mien.
J'allais utiliser le travail créatif de Michael et les ressources de son beau-père pour bâtir mon propre empire sur les cendres de leur complot. Il me fixa, une veine battant sur sa tempe. Le combat intérieur était visible sur son visage, mais au final, c'était un pragmatique. Il n'avait pas d'autre choix. C'est bon, lâcha-t-il, le mot ayant le goût du poison. J'accepte. Mais vous devez promettre de laisser Sophia en dehors de ça une fois que ce sera fini. Entendu. J'ai hoché la tête. Tant qu'elle reste hors de mon chemin, elle ne m'intéresse pas. Mais Michael. Il paiera pour ce qu'il a fait. Nous avions un accord. Pas de contrat, pas de signature, juste 2 promesses verbales. Mais nous savions tous les deux que c'était plus contraignant que n'importe quel document juridique. Nous détenions chacun le pouvoir d'anéantir l'autre. Alors que David Lynn s'éloignait, paraissant 10 ans de plus qu'à son arrivée, je savais que j'avais gagné la guerre. Mais ma véritable offensive ne faisait que commencer. Le lendemain, David Lynn tint parole. Michael et Sophia prirent le premier vol de Vancouver pour San Francisco. Je ne suis pas allé à l'aéroport. J'ai simplement demandé à Léo d'envoyer 2 de ses clercs les plus imposants pour les escorter de leur porte d'embarquement vers un lieu bien précis, un endroit qu'ils ne voulaient plus jamais revoir, mon appartement. Quand j'ai passé la porte, ils se tenaient maladroitement au milieu du salon vide. Ils semblaient tous 2 émaciés et épuisés, comme des réfugiés d'un état défaillant. Le tailleur Chanel coûteux de Sophia était irrémédiablement froissé, son visage pâle et tiré. À ma vue, elle tressaillit et se cacha instinctivement derrière Michael. L'expression de Michael était un orage chaotique de colère, de ressentiment et d'une lueur de quelque chose qu'il n'admettrait jamais, la peur. « Ava, dit-il, la voix comme un râle sec. Nous sommes de retour. Qu'est-ce que tu veux de plus ? » Je l'ai ignoré. Mon regard passa au-delà de lui pour se poser sur Sophia. « Mademoiselle Lynn, dis-je froidement. Nous nous revoyons. » Elle trembla, incapable de me regarder. « J'ai une question pour vous, dis-je, marchant lentement vers elle. Quand vous pleuriez auprès de Michael à propos de la faillite de votre père, avez-vous imaginé qu'il vendrait la maison de sa femme à son insu pendant qu'elle était mourante ? Je ne pensais pas, bégaya-t-elle, le visage blanc comme un linge. Vous ne saviez pas ? J'ai lâché un rire froid et sec. La montre à votre poignet, le collier à votre cou, les vêtements de créateur sur votre dos, chaque pièce a été achetée avec mon argent. Vous sembliez pourtant bien apprécier tout cela. Vous n'aviez pas de questions à ce moment-là. Ma voix devint plus forte, chaque mot comme un coup de marteau. Quand vous meniez la grande vie dans un hôtel 5 étoiles, planifiant votre futur radieux sur mon dos, vous est-il venu à l'esprit que la femme que vous aviez laissée derrière vous dans cet hôpital pourrait ne jamais se réveiller ? Non, ce n'était pas comme ça, cria-t-elle, reculant jusqu'à ce que son dos frappe le mur froid. Elle finit par craquer, se laissant glisser au sol et cachant sa tête dans ses mains, en sanglotant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ses excuses étaient viles et sans valeur. J'ai reporté mon attention sur Michael, qui était resté silencieux et rigide pendant tout l'échange. Maintenant, c'est ton tour, dis-je. À genoux. Qu'est-ce que tu as dit ? Il me regarda comme si j'avais perdu la tête, un rictus méprisant tordant ses lèvres. Ava, ne pousse pas le bouchon trop loin. Je suis de retour. J'ai accepté de te rendre l'appartement. Tu veux m'humilier maintenant ? T'humilier ? Les mots étaient si absurdes que j'ai failli rire à nouveau. Michael, comparé à ce que tu m'as fait, te demander de te mettre à genoux est-il vraiment une humiliation ? Je me suis approché de lui jusqu'à ce que nous ne soyons qu'à quelques centimètres. Plongeant mon regard dans ses yeux hantés, je pouvais sentir l'odeur aigre de la peur et de l'épuisement sur lui. Pendant que j'étais dans le coma, tu as utilisé des documents falsifiés pour vendre ma maison et t'enfuir avec mon argent et ta maîtresse. C'est une trahison. Mes parents t'ont traité comme leur propre fils, et tu as failli leur causer la douleur d'enterrer leur enfant unique. C'est ignoble. Tu as utilisé mon argent pour acheter des cadeaux de luxe à une autre femme. C'est honteux. À chaque mot, je faisais un pas en avant, et à chaque pas, le visage de Michael pâlissait davantage. Tu as comploté et manigancé pour détruire nos 5 ans de mariage et piétiner chaque once d'amour et de confiance que je t'ai jamais donné. C'est cruel. Maintenant, tout ce que je te demande, c'est de te mettre à genoux et de t'excuser pour ta trahison, tes actions ignobles, ta cupidité honteuse et ta cruauté sans cœur.
Penses-tu vraiment que ce soit trop demandé? Ma voix était basse, mais les mots étaient des scalpels, disséquant méthodiquement son ego pathétique, exposant le noyau pourri de son caractère aux yeux de tous. Le corps de Michael se mit à trembler. Il ouvrit la bouche pour argumenter, pour s'emporter, mais aucun son ne sortit. Il savait que tout était vrai. Même Sophia, qui pleurait dans son coin, s'était arrêtée, le regardant avec une expression de choc et d'horreur naissante, comme si elle voyait le vrai visage de cet homme pour la première fois. Le silence s'étira. Juste au moment où je pensais que sa fierté l'emporterait et qu'il me défierait jusqu'au bout, ses genoux commencèrent à fléchir. Tude. Le son de ses genoux frappant le parquet résonna dans la pièce vide. Il garda la tête baissée, ses mains appuyées sur le sol, les phalanges blanches sous l'effort. À ce moment-là, je ne ressentis aucun triomphe, seulement une vaste et triste vacuité. L'homme à genoux devant moi était un étranger. L'homme qui s'était autrefois agenouillé pour m'offrir une bague et une vie de promesse avait disparu pour toujours. Ce nouvel homme ne s'agenouillait que pour s'épargner la prison. Je suis désolé, s'étouffa Théil, les mots lourds de honte. Je le regardai de haut et secouai la tête. C'est trop tard, Michael. De mon sac, je sortis 2 documents et les jetai sur le sol devant lui, une demande de divorce et un accord de règlement matrimonial. Signe-les, dis-je froidement. Tu repars avec rien d'autre que les vêtements que tu portes. C'est fini. Il regarda les papiers, les yeux remplis de désespoir. Il savait que c'était la fin. 5 années de ce qu'il considérait comme des sacrifices et de la soumission, tout cela pour rien. Il revenait exactement là où il avait commencé, mais en pire. Dans un mouvement soudain et désespéré, il s'élança non pas vers le stylo, mais vers les papiers, avec l'intention de les mettre en pièces. Je fus plus rapide. J'ai abattu mon pied, le talon pointu de ma chaussure s'enfonçant directement dans les os de sa main. Arg, hurla-t-il, un son d'agonie brut et perçant, le visage déformé par la douleur. Michael, ne teste pas ma patience. Ma voix était aussi froide qu'un hiver sibérien. J'ai épuisé ma patience le jour où tu as vendu cet appartement. Tu as 2 choix. 1. Tu signes ces papiers et tu sors de ma vie. 2. J'appelle la police à l'instant même, et tu pourras passer la prochaine décennie à te repentir dans un pénitencier fédéral. La combinaison de la douleur et de la terreur finit par briser ce qui restait de sa volonté. D'une main tremblante, il saisit le stylo. Ses yeux étaient vides, ses mouvements robotiques. Il ne lut même pas les documents, se contentant de griffonner son nom sur chaque ligne de signature. Lorsqu'il eut terminé le dernier, il s'effondra à un pantin dont on aurait coupé les fils. Je retirai mon talon de sa main et ramassai les accords signés, les vérifiant avec soin. Satisfaite, je lui lançai sa copie. Nous en avons fini ici, dis-je, passant mon regard de lui à la femme grelottante dans le coin comme s'ils étaient des déchets à sortir. Maintenant, sortez de chez moi. Michael ne bougea pas, restant agenouillé là, fixant le sol d'un air absent. Ce fut Sophia qui se précipita sur ses pieds, lui tirant le bras. Michael, partons. Partons, c'est tout, supplia-t-elle, la voix étranglée par le soulagement. Il resta immobile un instant de plus. Puis il leva lentement la tête et me regarda, la voix dans un murmure. Ava, m'as-tu jamais? M'as-tu jamais vraiment aimé? La question était si pathétique, si égocentrique, que j'en faillis rire. Même maintenant, il cherchait un moyen de sauver son ego. Si je l'avais aimé, alors tout ceci n'était qu'une querelle d'amoureux, une punition, pas une annihilation complète et totale. Je décidai de lui refuser même ce dernier et misérable réconfort. Amour? Je le regardai droit dans les yeux, ma voix claire et précise. À l'instant où tu as prononcé ton premier mensonge pour Sophia Lynn, tu es devenu indigne de ce mot. Je marquai une pause, puis laissai un sourire éclatant, presque cruel, s'étendre sur mon visage. Quant à moi, oh, je t'ai aimé. Mais au moment où je me suis réveillé dans cet hôpital, j'ai pris cet amour et je l'ai tué moi-même. La dernière lueur dans les yeux de Michael s'éteignit. Il laissa Sophia le mettre debout. Ensemble, ils sortirent du condo en trébuchant comme une paire de chiens battus fuyant dans le couloir. La porte se referma derrière eux dans un déclic. Silence. Je restai seul au centre du salon pendant un long moment. Puis je marchai vers la fenêtre et tirai les lourdes draperies que j'avais fait installer. La lumière du soleil inonda la pièce,
illuminant chaque grain de poussière en suspension, et elle éclaira les 2 larmes silencieuses et froides qui, pour la première fois, traçaient un chemin sur mes joues. Adieu, Michael, et adieu à 5 ans de ma vie. Aujourd'hui, Ava Shen renaît. Après avoir exorcisé les fantômes de mon passé, je ne perdis pas un instant. Mon véritable travail ne faisait que commencer. J'appelai immédiatement Léo. Sa première tâche consistait à déposer les documents de divorce et à finaliser le transfert de titre du condo. Sa seconde était d'analyser la mine de données sur le projet Cypress Cove que David Lynn avait fourni. C'est tout ce qu'il y a, dit Léo, stupéfait après avoir examiné les fichiers. Analyse de marché, étude de faisabilité, contact politique. C'est notre munition, répondis-je. Le cabinet de Michael est une coquille vide, mais son concept de design de base combiné au travail préparatoire de Lynn est précieux, et maintenant, tout nous appartient. Ava, es-tu en train de dire que nous allons reprendre le projet? Pas reprendre, réinventer, le corriger-je. Le design de Michael a une étincelle de créativité, mais sa vision est étroite et l'exécution est défaillante. Les relations de David Lynn sont transactionnelles et à courte vue. Je vais tout démolir et construire quelque chose que le monde n'a jamais vu. Léo resta silencieux. Il savait que cela dépassait de loin le cadre d'une bataille juridique. Cela exigeait du capital, une équipe de classe mondiale et un sens des affaires presque surnaturel. Ava, peux-tu faire cela seul? Je ne suis pas seul, dis-je. J'entendis son inspiration brusque. C'était un homme intelligent. Il savait que c'était l'opportunité d'une vie. J'en suis, dit-il, la voix résonnant de conviction. Ava, où que tu ailles, je suis avec toi jusqu'au bout. Sécuriser Léo était la première étape. Il était brillant, déterminé et fidèle. Mais j'avais besoin d'une véritable visionnaire, d'un génie technique. J'avais besoin de Zoé. Quand je retournai à The Glitch, elle regardait un vieux film noir en mangeant nonchalamment des graines de tournesol. Eh bien, si ce n'est pas le héros conquérant, lança-t-elle sans quitter l'écran des yeux. Tu viens payer ta note? Je suis venu faire de toi une associée. Je fis glisser un dossier sur le comptoir vers elle. Zoé mit son film en pause. Elle prit le dossier, parcourut la feuille de conditions, puis me regarda, les yeux interrogateurs. Tu es sérieuse? Tout ça pour un seul projet immobilier? Cypress Cove n'est que le début, dis-je en secouant la tête. Je lui exposai toute ma vision. C'était un plan qui éclipsait la proposition de Michael. Je ne construisais pas seulement un hôtel de luxe. Je créais un monde narratif, un jeu vidéo grandeur nature. Les visiteurs ne seraient pas de simples touristes, ils seraient des joueurs. Ils auraient des rôles de personnages, partiraient en quête, débloqueraient des intrigues et interagiraient avec des personnages et des environnements en réalité augmentée. Leurs actions pourraient véritablement affecter le monde qui les entoure. Ce serait une expérience narrative totalement immersive. L'expertise de Zoé en piratage, en architecture de réseau et en technologies émergentes était la clé pour rendre tout cela possible. Quand j'eus fini, elle posa ses graines de tournesol. Une lumière que je n'avais jamais vue auparavant dansait dans ses yeux. C'était le frisson d'un grand défi, la fin d'un esprit brillant face à un problème impossible à résoudre. Ava, dit-elle doucement. Tu es complètement folle. Alors, seras-tu folle avec moi? Je lui tendis la main. Zoé regarda ma main, puis rit. Elle ignora ma main et me serra fort dans ses bras. Marché conclu, dit-elle. Mais le budget de mon labo est non négociable et illimité. C'est fait. Mon équipe de base était assemblée. Un prodige du droit et des affaires, un génie technologique rebelle, et moi, l'architecte de tout cela. Nous étions Nexus Capital. Pendant la semaine suivante, The Glitch devint notre quartier général. Nous travaillâmes 24 heures sur 24, alimentés par le café et l'ambition, peaufinant la nouvelle vision pour Cypress Cove. Nous supprimâmes 90% du design original de Michael, ne gardant que l'unique élément brillant, un concept basé sur une légende amérindienne locale des observateurs d'étoiles, un peuple mythique qui pouvait communiquer avec la mer et le ciel. Nous fîmes de cette légende le cœur de notre monde. Nous transformâmes Cypress Cove en un sanctuaire moderne où les visiteurs pourraient utiliser la technologie pour découvrir les secrets des observateurs d'étoiles, éveiller des animaux spirituels anciens en réalité augmentée et protéger le littoral. Nous tissâmes un récit complexe,
créâmes des personnages virtuels captivants et conçûmes des effets de réalité augmentée qui se fondraient parfaitement dans le magnifique paysage naturel. Lorsque la présentation finale fut prête, nous l'examinâmes tous les trois en silence. Nous savions que nous avions créé quelque chose de révolutionnaire. Maintenant, nous avions juste besoin de la chance de la montrer à l'homme qui comptait, Arthur Kendrick, le redoutable président à l'ancienne du Kendrick Development Group et le décideur final pour l'ensemble du projet Cypress Cove. David Lean, fidèle à sa parole, avait préparé le terrain. Citant un potentiel partenariat en aval, il m'avait obtenu une réunion de 15 minutes avec Kendrick lui-même. Debout au pied de l'étincelante tour Kendrick au centre-ville de San Francisco, je pris une profonde inspiration. Ces 15 minutes détermineraient l'avenir de Nexus Capital. Elles détermineraient si j'obtiendrais la victoire ultime et définitive dans cette guerre. Le bureau d'Arthur Kendrick était à l'image de l'homme, imposant, traditionnel et chargé de l'odeur de l'argent ancien et du pouvoir. Derrière son massif bureau en acajou était accrochée une simple calligraphie, discipline. Kendrick était à la fin de la soixantaine, avec une chevelure argentée fournie et des yeux qui, bien qu'âgés, étaient aussi vifs et prédateurs que ceux d'un faucon. Il ne se leva pas, se contentant de m'inviter d'un geste à m'asseoir. « Mademoiselle Chen, commença-t-il, la voix sourde. Monsieur Lin m'a informé de votre venue. J'ai 15 minutes. Dites-moi comment votre société Nexus Capital prévoit de s'impliquer dans la phase opérationnelle de Cypress Cove. » Il me voyait clairement comme une simple petite exploitante cherchant une part de son gâteau. Je ne répondis pas à sa question. À la place, je sortis une tablette de ma mallette et la posai doucement sur le bureau devant lui. « Monsieur Kendrick, avant de parler des opérations, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Sur l'écran, notre vidéo conceptuelle animée en 3D pour l'initiative Stargazer commença à défiler. Elle s'ouvrait sur un plan cinématographique au drone du littoral immaculé de Cypress Cove. Une voix off profonde et résonante commença à raconter l'ancienne légende. Au fil de l'histoire, les paysages réels commencèrent à fusionner avec des effets virtuels époustouflants. Un visiteur pointe son téléphone vers un rocher en bord de mer et des pétroglyphes anciens s'illuminent à sa surface. Ils marchent le long de la plage et leur pas laisse des traînées d'énergie bleue incandescente menant vers l'océan. Une baleine spectrale colossale surgit de la mer et une pluie de lumière stellaire s'élève dans les airs au-dessus de l'anse. Kendrick, qui s'était adossé à sa chaise, se redressa brusquement. Le regard dédaigneux sur son visage s'effaça, remplacé par la surprise, puis l'émerveillement, et enfin, un choc profond. La vidéo se termina sur un slogan unique, Cypress Cove, ne vous contentez pas de voir la légende, vivez-la. Le silence emplit le bureau. Kendrick ne parla pas. Il prit la tablette et rejoua la vidéo de 3 minutes. 2 fois. 3 fois. Ses doigts suivaient les images sur l'écran comme s'il essayait de toucher les créatures virtuelles hyperréalistes. Cela peut-il réellement être fait, demanda-t-il enfin, levant les yeux vers moi, la voix rauque d'une émotion nouvelle et non dissimulée. Technologiquement, ce n'est pas seulement possible, c'est prêt, répondis-je calmement. Et les frais généraux sont nettement inférieurs à ce que vous pourriez penser. Qui a créé cette proposition, exigea-t-il. Mon équipe. Et Sterling Design? Ils étaient finalistes, dit-il en fronçant les sourcils. J'ai vu leur proposition. Elle avait une étincelle, mais ce n'était rien de tel. La proposition de Sterling Design n'était qu'une esquisse brute, dis-je, soutenant son regard intense. Mon équipe a pris cette esquisse et en a fait un chef-d'œuvre. Kendrick se rassit, ses yeux de faucon me voyant véritablement pour la première fois. Vous êtes une femme ambitieuse, mademoiselle Chen. En affaires, monsieur Kendrick, l'ambition est une vertu. Il retomba dans le silence, ses doigts tambourinant un rythme régulier sur le bureau en acajou. Je savais ce qu'il pensait. Mon plan brisait toute notion conventionnelle de développement de complexes hôteliers. C'était une opportunité immense, mais aussi un risque sans précédent. Que voulez-vous, demanda-t-il enfin. Je ne veux pas de participation dans les opérations, dis-je. Kendrick me regarda, stupéfait. Je ne veux rien du tout, continuai-je. Toute cette proposition, la propriété intellectuelle, la technologie de base, le concept créatif, je suis prête à la transférer gratuitement au Kendrick Development Group. Cette fois, Kendrick se leva d'un bond, le visage marqué par l'incrédulité. Êtes-vous tombé sur la tête? Vous me donneriez simplement cela. Ce n'est pas un cadeau.
Je souris, jouant enfin mon atout. J'ai une condition. Le contrat de conception générale et de mise en œuvre pour l'ensemble du projet Cypress Cove doit être attribué exclusivement à mon entreprise, Nexus Capital, et je veux que le processus d'appel d'offres précédent, y compris les 3 finalistes, soit déclaré nul et non avenu. La pièce était totalement immobile. Kendrick me fixait, ses yeux me transperçant comme s'il essayait de lire dans mon âme. Il comprenait mon gambit. Je n'étais pas là pour une part du gâteau, j'étais là pour réécrire la recette. Je lui avais offert une vision irrésistible de l'avenir en échange d'un ticket pour la partie, un ticket qui me permettrait d'exécuter légalement et publiquement Michael et ses concurrents plagiaires. C'était un échec et mat fou, audacieux et brillant. Mademoiselle Chen, dit Kendrick, la voix désormais chargée de gravité. Il contourna le bureau et se tint devant moi. Avez-vous la moindre idée du genre de coup porté à la réputation de mon entreprise que de nullifier un processus d'appel d'offres public à ce stade avancé? Et avez-vous la moindre idée du genre de coup que ce serait de passer à côté d'un projet qui redéfinira toute l'industrie? Répliquai-je. Soudain, il jeta sa tête en arrière et rit, un son puissant et tonitruant qui emplit le bureau. Ava Chen, vous avez du cran. De toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une jeune personne avec votre genre d'audace. Le rire s'arrêta et il me regarda, les yeux flamboyants. Le projet est à vous. Je me fiche de la manière dont vous vous y prenez, de la façon dont vous gérez les autres cabinets ou la presse. Je veux ce que je viens de voir sur cet écran construit sur ma terre. Faites en sorte que ça arrive. Nous avons un accord, monsieur Kendrick. Je me levai et lui tendis la main. Nos mains se serrèrent à la sienne ridée et puissante, représentant la vieille garde du capital et du béton, la mienne stable et ferme, représentant la nouvelle vague d'idées et de technologies. C'était plus qu'un accord. C'était l'aube d'une ère nouvelle. Quand je sortis de la tour Kendrick, le soleil se couchait, projetant mon ombre allongée sur la place. Je sortis mon téléphone et appelai Léo. Léo, tiens-toi prêt, dis-je, ma voix calme mais vibrant d'une excitation contenue. Première étape, dépose une requête pour abandonner toutes nos poursuites contre Sterling Design, Aperture et Horizon. Quoi, s'écria Léo. Ava, après tout ça, nous les laissons simplement filer. Deuxième étape, continuai-je, ignorant sa protestation, rédige une invitation formelle de la part de Nexus Capital à l'intention de la direction des 3 cabinets. Une invitation pourquoi? Je regardais le soleil couchant, un sourire lent et triomphant s'étendant sur mon visage. Une invitation pour l'événement de lancement officiel de l'initiative Stargazé de Cypress Cove. Il est temps qu'ils voient à quoi ressemble un véritable chef-d'œuvre. Je ne les poursuivais plus. J'avais trouvé une punition bien plus appropriée et bien plus cruelle qu'une bataille de prétoire. J'allais les faire asseoir au premier rang pour qu'ils regardent comment je construisais mon empire sur les fondations de leurs rêves volés. Il ne serait rien de plus que des notes de bas de page dans mon histoire à succès, des spectateurs amers d'une ère dont ils étaient trop petits pour faire partie. L'événement de lancement de l'initiative Stargazé de Cypress Cove eut lieu une semaine plus tard sur le site futur du projet. Kendrick Développement n'avait pas regardé à la dépense, transformant une étendue de plage immaculée en un amphithéâtre futuriste en plein air. La liste des invités était un condensé du monde des médias, de la technologie et de la finance. C'était l'événement où il fallait être. Personne ne savait que la star du spectacle n'était pas le titan Arthur Kendrick ou l'un des cabinets de design en difficulté, mais une toute nouvelle entreprise inconnue nommée Nexus Capital. En coulisses, Zoé apportait les derniers réglages au système de projection de réalité augmentée tandis que Léo, transpirant abondamment, vérifiait 3 fois la liste des invités. Ava, ils sont tous là, chuchota Léo, me rejoignant près du moniteur. Michael, les PDG d'Aperture et de Horizon, ainsi que Sophia et David Lynn, tous assis au 3e rang, exactement comme tu le voulais. Je regardais l'écran. Michael était squelettique, les yeux creux alors qu'il fixait le vide devant lui. Sophia était recroquevillée à côté de lui, l'air terrifié. Le visage de David Lynn était un masque de pierre d'un sang-froid forcé. Les cadres des 2 autres cabinets chuchotaient entre eux, souriant avec suffisance. Ils pensaient que tout cela n'était que du théâtre d'entreprise, un geste pour sauver les apparences avant que Kendrick n'annonce l'un d'eux comme vainqueur. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient des agneaux menés à l'abattoir. Bien. J'ajustai les revers de mon tailleur pantalon blanc sur mesure. J'étais un général prêt pour la bataille. Ava, appela Zoé en me tendant une minuscule oreillette.
Je suis connecté. Je serai tes yeux et tes oreilles du côté technique. Je lui souris et mis l'oreillette. C'était le moment. Quand je montai sur scène en tant que fondatrice et PDG de Nexus Capital, un murmure confus parcourut l'auditoire. Je balayai leur visage du regard, voyant la curiosité dans les yeux des reporters, le dédain de mes prétendus concurrents, et le choc brut et pur sur le visage de Michael. Il n'avait jamais rêvé que la femme qu'il avait laissée pour morte réapparaîtrait ainsi, debout sur une scène qu'il ne pourrait jamais espérer occuper. Je m'avançai vers le podium et pris le micro. Bonsoir. Je m'appelle Ava Chen, et je suis la fondatrice de Nexus Capital, commençai-je, la voix claire et assurée. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Pourquoi le groupe Kendrick confierait-il un projet de cette ampleur à une toute nouvelle entreprise? Pourquoi les 3 finalistes ont-ils été soudainement écartés? Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner la réponse. Je cliquai sur une télécommande dans ma main. L'immense écran LED derrière moi s'alluma et notre présentation commença. Mais cette fois, ce n'était pas seulement sur un écran. Tandis que la vidéo défilait, le système de réalité augmentée de Zoé lui donna vie. La baleine spectrale survola les têtes de l'auditoire. La forme éthérée d'une observatrice d'étoiles apparut sur les rochers près de la mer, sa voix résonnant à travers le système audio. La plage entière devint un espace enchanté et magique. Un souffle de stupeur collectif parcourut la foule. Les téléphones furent levés, capturant l'impossible. Même les cadres arrogants restaient maintenant bouche bée, leur suffisance oubliée face à l'émerveillement pur et simple. Je vis Michael. Il fixait le ciel, son visage reflétant un désespoir total. Il reconnaissait la graine de l'idée et les observateurs d'étoiles, mais entre mes mains, elle était devenue quelque chose dépassant son imagination la plus folle. C'était un enfant qui avait fabriqué une figurine d'argile grossière, désormais forcé d'être témoin d'un maître sculpteur transformant cette même argile en une statue de Dieu à couper le souffle. L'humiliation était absolue. Quand la démonstration prit fin, les applaudissements furent assourdissants. Je l'ai laissé s'apaiser avant de reprendre la parole, mes yeux trouvant ceux de Michael dans la foule. Une bonne idée est comme une graine, dis-je, ma voix portant à travers l'auditoire silencieux. Certaines personnes ne peuvent la faire pousser que comme une petite fleur dans un pot pour leur propre plaisir privé. D'autres peuvent la planter dans la terre fertile de la vision et de la technologie et en faire une forêt. Les propositions précédentes avaient toutes du mérite, mais Cypress Cove n'a pas besoin d'une autre fleur. Elle a besoin d'une forêt. Mes mots furent un dernier camouflet public pour Michael et ses concurrents. Ils surent à cet instant qu'ils n'avaient pas seulement été battus, ils avaient été rendus obsolètes. Après la présentation, je laissai Arthur Kendrick s'occuper de la mêlée médiatique et marcher vers le bord de l'eau. La brise marine semblait propre, emportant les derniers restes du passé. J'entendis des pas derrière moi. Je savais de qui il s'agissait sans me retourner. « Tu as gagné » dit Michael, la voix comme une écorce sèche. Complètement. Je me tournai pour lui faire face. Dans la lumière déclinante, il ressemblait à un fantôme. L'homme arrogant et sûr de lui que j'avais épousé n'était plus, remplacé par cette enveloppe brisée et vide. Il n'a jamais été question de gagner ou de perdre, dis-je doucement. Il s'agissait de choix. Tu as choisi ton passé. J'ai choisi mon avenir. C'est tout. Il eut un sourire amer et me tendit quelque chose. C'était notre alliance. Tiens. Je te souhaite le meilleur, Ava. Il se détourna et partit sans un mot de plus, les épaules affaissées par la défaite. Je regardai sa silhouette solitaire s'éloigner sur la plage, puis je contemplai l'anneau froid et lourd dans ma paume. D'un coup de poignet, je le lançai de toutes mes forces dans l'océan. Il disparut dans les vagues sans laisser de traces, tout comme notre amour défunt. Mon téléphone vibra. C'était Zoé. Ava, tu dois voir les infos tout de suite. J'ouvris une application de nouvelles. Une alerte locale de dernière minute apparut, suspect arrêté dans une affaire de délit de fuite médiatisée. Un mobile choquant révélé. Je cliquai sur le lien. L'article présentait une image granuleuse de caméra de surveillance, une berline sombre, quelques instants après avoir percuté ma voiture, fuyant la scène à toute allure. Sur le siège du conducteur, un profil qui, bien que flou, était instantanément reconnaissable. C'était Kevin Shaw. L'article précisait qu'après avoir vu sa licence d'avocat suspendue, il était devenu obsédé et vengeur. Il m'avait suivi,
cherchant une occasion de se venger de moi. La nuit de l'accident, il avait bu. Il m'avait vu quitter le bureau et, dans une rage alcoolisée, il avait accéléré à fond. Mon accident n'était pas un accident. Je restais là sur la plage, le téléphone à la main, la brise marine devenant soudainement glaciale. La guerre que je pensais venir de gagner n'était que la première bataille. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer.